Nos fascismes intimes, le podcast, épisode 1. Médisance, tolérance et domination douce, quand la morale devient une arme. La médisance, la morale du ressentiment et l'usage contemporain de la tolérance relèvent d'un même mécanisme. Transformer la fragilité en autorité morale. Une dérive discrète mais décisive pour comprendre nos conflits actuels. On parle beaucoup d'intolérance, de discours toxiques, de radicalisation, mais on parle peu d'un phénomène plus silencieux. La moralisation du conflit. Il s'agit là d'une violence très particulière. Une violence qui ne frappe pas, qui ne crie pas, qui se présente même comme bienveillante. C'est une violence qui dit « je te protège, je fais ça pour ton bien, je suis du côté de la morale ». Et pourtant, c'est souvent à cet endroit précis que le débat s'éteint, que la discussion s'interrompt, que l'atmosphère se refroidit et que la domination s'installe. Je disais donc une moralisation du conflit, non pas pour le résoudre, mais pour le neutraliser symboliquement. Chez Friedrich Nietzsche, la médisance inverse la hiérarchie quand l'action est impossible. Elle n'affronte pas, elle abaisse. La médisance n'est pas une critique pour Nietzsche, mais une vengeance sans risque. Prenons un exemple. Une personne se met à réussir dans ses affaires. Elle crée, elle parle, elle prend de la place. Elle ne demande pas l'autorisation. Autour d'elle, quelque chose s'organise. On ne débat pas de ce qu'elle fait, mais on commence à parler d'elle en son absence. On ne la critique plus frontalement. Elle se croit tout permis. On sait bien pourquoi il ou elle est là. Ce n'est pas si impressionnant. Chez Friedrich Nietzsche, la médisance n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme. Quand je ne peux pas atteindre, j'abaisse, et quand je ne peux pas agir, je commente. Quand je ne peux pas créer, je discrédite. La médisance est une vengeance alors sans risque. Et surtout, elle adore le groupe. Parce qu'un ressentiment partagé cesse d'être honteux. Et alors, il devient alors normal. La médisance, c'est un peu comme une pièce en fenêtre où l'on se rassure à plusieurs en répétant que la lumière du soleil dehors est surestimée. Mais Nietzsche va plus loin. Pour lui, la morale du ressentiment procède de la même logique. Elle ne condamne pas un acte pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il révèle de la puissance. Il montre que la morale peut devenir le prolongement sophistiqué d'un mécanisme, celui où la morale n'est plus celui d'un cadre de coexistence, mais un mécanisme d'inversion. Et où le fort n'est plus celui qui agit, mais devient celui qui abuse. Où un climat s'installe, avec la culpabilité qui devient l'outil central, et où la puissance cesse d'être une énergie qui circule, la justice cède la place à la revanche symbolique. Je te combats pas, je te rends coupable, et c'est infiniment plus efficace. Ce mécanisme ancien a muté. Aujourd'hui, il transite par le langage du care, de la protection, de la tolérance. Cependant, c'est un paradoxe formulé à l'époque par Karl Popper, qui est souvent mal lu. Popper plaidait non pas pour la censure des idées dérangeantes, mais il alertait contre les comportements qui refusent la contradiction rationnelle et appellent à la violence ou à la persécution. La ligne de partage n'étant pas idéologique alors, mais procédurale. Le glissement contemporain est là, qualifier d'intolérant ce qui est contredit et non pas ce qui nuit, juger des intentions supposées plutôt que des actes et des paroles, confondre critique d'idées et atteinte aux personnes. Ce déplacement fragilise la démocratie qui vit de la conflictualité réglée. Non pas qu'on soit obligé d'être tous d'accord, mais de se tolérer, d'une sorte de dissensus acceptable. Tolérer voulant dire étymologiquement supporter, pas adhérer. Une société ouverte accepte le désaccord tant qu'il reste dans le cadre rationnel et non violent. Le glissement contemporain est là, qualifier d'intolérant ce qui est contredit et non pas ce qui nuit, juger des intentions supposées plutôt que des actes et des paroles, confondre critique d'idées et atteinte aux personnes. Ce mécanisme est ancien, mais aujourd'hui, il a changé de vocabulaire. Il ne passe plus par la religion, il passe par la protection, le care, la tolérance. Et c'est là qu'intervient le fameux paradoxe de la tolérance. La tolérance, résumée souvent par Karl Popper par une phrase choc. Il faut être intolérant envers les intolérants. Mais cela est une lecture un peu paresseuse. Car Popper ne parle pas des idées, il parle des règles du jeu. Il dit quelque chose de très précis. Tant que quelqu'un accepte le débat rationnel, il doit pouvoir parler. C'est cette recette qu'il dénonce. Ce qui menace la démocratie, ce n'est pas l'opinion choquante, c'est le refus de la discussion et l'appel à la violence insidieuse. Exemple concret, dans une démocratie, critiquer une religion, ce n'est pas persécuter les croyants. Critiquer une idéologie, ce n'est pas attaquer des personnes, mais appeler à exclure, à faire taire, à intimider et punir hors du droit. Ici,
nous entrons dans la nuisance. Là, on sort littéralement de la tolérance. Le phénomène du glissement est comparable à celui actuel. Aujourd'hui, un propos devient problématique non pas parce qu'il appelle à la violence, mais parce qu'il dérange un cadre moral implicite. La frontière est alors devenue procédurale, pas démocratique. On ne réfute plus, on disqualifie. Et ceci est un renversement majeur. C'est une violence très particulière, une violence qui ne frappe pas, qui ne crie pas, et qui se présente même comme bienveillante. Une violence qui dit « je te protège, je fais ça pour ton bien, je suis du côté de la morale ». Quand la tolérance devient une injonction à l'adhésion morale, elle cesse d'être tolérance. Elle devient domination douce. La démocratie ne meurt pas d'être critiquée. Elle meurt quand le conflit devient indicible, incommunicable, intraduisible, irracontable. Et lorsqu'un peuple qui ne partage plus même les souvenirs, ni ne parle la même langue en parlant le français, c'est alors une proie, même en masse, éligible à un système totalitaire. C'est une démocratie inhabitée qui se laisse glisser vers des idées qui supposent que l'on doit obéissance à des masques de protection et des règles qui sont souvent appliquées essentiellement pour toujours obéir à la même entité d'autorité. Et je finirai par un rappel. Ces mécanismes contraignent à la perte d'estime de soi, que ce soit un individu ou un groupe, et que c'est dans le seul cadre qu'est constituée une démocratie que peut naître des idées comme celles totalitaires. L'inverse, jamais. Bashi bashi. Dis-moi que t'as compris, fais-moi rêver, avance. Le silence collectif. Falsifie le réel, quand on se tait, c'est nous qu'on vend, on met sous scellé. La démence se nourrit de nos silences. Les angles morts gouvernent le ciel. Choisis tes mots, Pas le silence. oh. Choisis tes mots. Pas le silence, pas le silence, oh. Pas le silence. Ou d'autres parleront pour toi. L'histoire bégaye quand la mémoire disparaît. Des Borgia au plateau télé, le décor n'a pas changé. Toujours les mêmes visages, même récits dominants. Obsédés par la pureté, jamais sous les verrous pourtant. Sans mémoire, la peur gouverne la pensée. Hannah Arendt appelait ça la banalité. Sans pensée critique, on répète le journal, on appelle ça normal. C'est juste fatal. Les voix dissidentes deviennent ennemis publics. Quand ce sont des femmes, ce sont des cas cliniques. Quand la calomnie avance, c'est pas la vérité qui parle, c'est le mensonge porté par le silence en rafale. Galaxie primitive, couper la voix, salir la source, tradition millénaire. Cassandre disait vrai, Apollon l'a fait taire. Gaslighting antique, méthode recyclée. Aujourd'hui médiatique, propre industrialisée. Quand le silence devient coercitif collectif, ça étouffe, ça falsifie, ça rend la peur active. Le racisme n'est pas un choix, c'est une erreur sous pression. Un burn-out collectif nourri par l'insécurité en ration.